Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne laisse pas cette dispute détruire ton couple ». Amen. Je parle en syllabes aujourd'hui, ça va être un peu long. Vous allez bien? Mais ça va bien, Yvine, merci. Oui, très bien. Et toi, Frank? Ah ouais, ça va. Frank va bien. Ça va. Si Frank va bien, tout le monde va bien. Je sais pas, mais Franck, c'est rare qu'il aille mal. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il a un bon caractère. Toujours le sourire, un bon caractère. C'est vrai, c'est très agréable. Extérieurement. Annabelle a des doutes, apparemment. Là, je refaisais son son. Peut-être que lui a des doutes sur ça. Aujourd'hui, nous allons parler des disputes dans le couple. Nous allons voir que, des disputes, il peut y en avoir. Le fait d'avoir des disputes n'est pas la chose la plus dramatique au monde. Le problème, c'est ce que les disputes portent comme fruit et surtout comment elles se déroulent, jusqu'où elles vont. On va parler un peu de ses limites et on va voir également avec toi, Anne, dans la rubrique famille, des conseils pour les parents qui ont malheureusement divorcé ou qui sont en cours de divorce. C'est pas seulement pour les parents, c'est vraiment par rapport aux les adultes qui sont dans l'environnement direct des enfants qui vivent un divorce. Parce que ça fait quand même pas mal de dégâts sur les enfants si c'est mal pris en charge. Et les adultes, mais parents, mais aussi grands-parents, professeurs, entraîneurs de sport, tout le monde, oncles et tantes, l'entourage, tout l'entourage direct de l'enfant a un rôle à jouer pour essayer d'amortir les dégâts. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la rubrique famille. Parce qu'il pourrait y avoir des dégâts, effectivement. Non, dégâts, il y a. C'est des fois un peu surprenant quand quelqu'un dit « Non, on divorce, mais les enfants le vivent bien. » Les enfants le vivent jamais bien. Il le vit, forcément. Ta rubrique est terminée. Alors, au revoir, merci. C'était la parole d'encouragement de Jonathan. C'est excellent. Oui, non, mais t'as raison. Il faut être conscient que c'est un traumatisme. Maintenant, il faut amoindrir ou aider dans ce traumatisme, mais c'est un traumatisme. On ne peut pas dire non, ils l'ont vécu merveilleusement bien, le divorce de leurs parents. Non, on ne peut pas le vivre bien. C'est vrai, c'est vrai. Et Anne, tu vas nous expliquer tout ça on va essayer. Tout à l'heure dans la rubrique famille en deuxième partie d'émission. Et avant toute chose, on va commencer avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Nous parlons des disputes aujourd'hui parce que dans la plupart des couples, on a tous déjà vécu une dispute et pour certains, malheureusement, les disputes sont devenues quasiment le moyen de communication le plus courant. C'est la manière dont on va s'exprimer. Et j'aimerais déjà casser comme peut-être un préjugé qu'on peut avoir sur les disputes. C'est qu'on a l'impression que les disputes, c'est forcément un emportement, un moment où on ne se maîtrise pas, un moment où la colère va prendre le dessus et où tout est permis de dire à l'autre et que l'autre peut dire n'importe quoi aussi. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut bien se disputer. Alors laissez-moi terminer, je n'encourage pas les disputes. Mais lorsque je parle de dispute, je parle d'un moment où l'un et l'autre, nous sommes en désaccord et ça génère de la colère et on a besoin de se l'exprimer d'une façon ou d'une autre et on se retrouve dans le cadre d'une dispute. Mais comme je l'ai dit, contrairement à ce qu'on peut penser, la dispute n'est pas forcément un flot de mots et d'attitudes et d'actions incontrôlées qu'on ne peut pas maîtriser. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'insatisfaction, il peut y avoir des frustrations, mais c'est important de se dire que nous pouvons bien nous disputer. Nous pouvons choisir de mettre des limites dans cette dispute parce que nous sommes encore des enfants de Dieu à ce moment-là et il y a des choses que nous ne pouvons juste pas nous permettre. Et la Bible nous dit dans Psaume 4 au verset 5, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Et lorsque nous pouvons éprouver de la colère, et c'est pour ça que certaines disputes vont arriver, mais la Bible nous dit « Ne pêche pas, ne pêche pas, ne traverse pas cette ligne, ne va pas au-delà de cette ligne. » Ce moment où tu vas commencer à dire des choses que tu ne penses même pas, ce moment où tu vas juste laisser une vanne s'ouvrir, tu vas laisser une brèche s'ouvrir et on le sait quand on franchit ce cap, on le sait lorsqu'on est allé trop loin, lorsqu'il y a eu un mot de trop et lorsqu'il y a ce mot de trop, il est juste temps de se calmer, pas forcément se calmer, mais en tout cas de se retirer. La Bible nous dit qu'un homme sage se retire de la dispute. Et c'est une des façons de bien se disputer, c'est de savoir se retirer de la dispute quand on sent qu'on perd la maîtrise. Parce que la suite de ce verset nous dit
Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Et peut-être que vous allez pouvoir vous redisputer un peu plus tard, après avoir pris un temps de silence, après avoir pris un temps de réflexion, après avoir eu le temps de mieux formuler en vous-même ce que vous vouliez exprimer à l'autre. Et je voudrais aussi vous donner ce verset dans Jacques 1:20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et lorsqu'on se dispute, c'est parce qu'on pense avoir raison en général, mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc si nous voulons rester tout simplement dans une dispute pour avoir raison, parce que dispute c'est une lutte, mais finalement lorsqu'on est dans un couple, nous voulons aller dans la même direction et nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. Nous ne devons pas croire que finalement mon mari ou ma femme est mon réel ennemi. Non, nous sommes en train d'être divisés en ce moment et nous devons chercher la réconciliation, nous devons chercher l'unité, et même c'est possible dans une dispute de chercher l'unité en gardant un cœur en paix, un cœur d'humilité, un cœur comme on le lit dans Colossiens, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est aussi possible, ça semble bizarre, mais d'avoir une attitude de pardon pendant la dispute. On n'est pas en train de se dire je veux avoir raison, je veux écraser, quitte à tout détruire mon couple. Non, je suis dans une attitude où j'ai des choses à exprimer, j'ai de la colère et je veux le partager, mais je me fixe une limite, et quoi qu'il va en sortir, je décide que je vais pardonner, et je décide aussi que je peux avoir tort et que j'aurai peut-être besoin de m'humilier. Amen. Merci Annabelle pour cette excellente pensée du jour. Ben, c'est vrai ce que tu dis, hein, les disputes, on peut avoir le contrôle sur une dispute. Ça paraît un peu fou, mais tu le disais dans ta pensée, hein, la dispute, on laisse pas aller complètement nos émotions, nos mots, nos actes même. Et je pense que la télévision nous a peut-être un petit peu mal éduqués avec ça. On a presque tourné en drôle et amusant certaines disputes de couple violentes. Et on nous a éduqués en nous montrant comment se disputer de manière complètement extrême et abusée, et presque ça, de façon amusante. Théâtrale. Oui, exactement, avec des assiettes qui volent, avec des mots terribles. Et dans une dispute de couple, on pourrait se permettre tout à coup de se laisser emporter, pensant que c'est comme ça qu'on se dispute. Mais c'est pas comme ça que des enfants de Dieu se disputent. Parce que comme tu l'as dit, on est encore enfants de Dieu, même quand on se dispute. Il n'y a pas une petite parenthèse où là, tout à coup, le ciel n'est plus là, les anges ne sont plus là, le Saint-Esprit n'est plus là, et puis on peut se permettre de vomir toutes les horreurs qu'on a envie de dire, et de voire même se frapper parfois, briser des choses, etc. Et tu l'as dit, Annabelle, il y a une belle façon de se disputer. Et Annabelle, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de couples qui ont des disputes à répétition? La quantité de disputes devient de plus en plus phénoménale. Oui, parce qu'on dit ne laisse pas cette dispute détruire ton couple. C'est rare qu'à cause d'une dispute, un couple va se séparer. C'est souvent une accumulation de disputes. On n'arrive même plus à se parler de sujets basiques. Entre du riz et des pâtes, ça devient un sujet de dispute. Mais toi, tu comprends pas ce que je veux. Je t'avais dit que je voulais du riz, t'as fait des pâtes, et ça prend des proportions gigantesques. Il fallait faire des patates. Et c'est cette accumulation de disputes qui va créer un fossé, se dire mais qui est cette personne en face de moi? C'est vraiment devenu un étranger, et ça a gonflé, ça a gonflé, ça a gonflé, et c'est de percer en fait l'abcès. C'est un abcès d'amertume, un abcès d'incompréhension, un abcès de violence aussi, un abcès de blessure, et c'est de le percer pour faire retomber un peu la pâte, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment très très gros, mais quelquefois il y a vraiment juste eu un événement dans la vie qui a créé cette blessure. L'un et l'autre se sont peut-être pas bien exprimés, mais 20 ans plus tard, ça accroche toujours. Et c'est de se dire déjà la première chose, si on passe notre temps... excuse-moi, j'ai arrêté de te prendre là. C'est de se dire, dans mon couple, comment est-ce qu'on communique? Est-ce que notre façon de communiquer, c'est très orageux? Est-ce que pour un paquet de riz, est-ce que pour un mauvais chemin sur la route, pour des petites choses, est-ce que tout de suite le ton monte? Est-ce que tout de suite l'irritation se fait sentir? Ça veut dire qu'on est dans un cadre où la dispute est devenue le moyen de communication. Et là, c'est important d'agir et de se mettre devant Dieu, au Saint-Esprit, de dire pourquoi est-ce que notre communication est devenue comme ça, parce que c'est pas sain en fait.
Mais c'est souvent dès le début du mariage en fait qu'il faut travailler ça, et même avant même le mariage, pendant le temps des fiançailles, qu'il faut arriver à travailler ça, parce que souvent en fait on reproduit aussi ce qu'on a vécu. Et si on était dans une famille où les parents tout de suite, en tout cas, discutaient de leurs désaccords en montant le ton tout de suite, il y a des familles, ça hurlait tout le temps. Moi j'avais une voisine, c'était ma maîtresse de CP d'ailleurs. Elle hurlait tout le temps. Et je l'aimais beaucoup, mais elle hurlait. Elle ne savait pas régler les choses autrement qu'en hurlant. Et ben, j'imagine que ces enfants grandissant dans ce milieu-là, eh ben, ça laisse des traces parce qu'on reproduit la manière dont on a vu nos parents fonctionner. Donc il faut prendre un pas de recul et se dire « Attends, mais je crie, mais pourquoi je crie ? Est-ce que c'est parce que je reproduis quelque chose ? Mais c'est nocif. » Donc je pense qu'il faut vraiment en être conscient dès le début des fréquentations et puis au début du mariage, régler tout de suite pour qu'il n'y ait pas un mode de communication, de cri qui s'installe. C'est changer le réflexe finalement. Ouais, mais peut-être que le mot dispute, chez certains qui nous écoutent, il prête à confusion parce que dès qu'on parle de dispute en langue française, tout de suite on voit les assiettes qui volent. Hein. Mais peut-être on pourrait remplacer dispute par règlement de désaccord. Il faut qu'on apprenne à régler nos désaccords. On va refaire le titre. On va refaire le titre. Mélissa, il faut vraiment prendre... C'est notre designer. Voilà. Salut Mélissa, si tu fais du très bon travail. Amen. C'est ça. Donc, il faut peut-être que dans nos têtes, il y ait la possibilité dans notre couple, évidemment, de régler nos désaccords, mais de ne pas se crêper le chignon. Oui. Parce que c'est inadmissible de se crêper le chignon dans un couple chrétien. Et je l'ai dit récemment, mon mari et moi, on animait un séminaire de couple et on disait justement au couple, mais si vous laissez ça s'installer, vous allez ruiner votre couple à long terme et vous allez montrer tout un modèle aux enfants. Aussi, et même chez les enfants, quand il y en a, les enfants qui écoutent ça, ça crée un trouble anxieux chez eux. Ça va les rendre anxieux, ça va créer en eux quelque chose une insécurité. Donc il faut absolument travailler ça et puis... apprendre à régler nos désaccords d'une manière civilisée, en montant pas forcément le ton, même si on est ferme, même si on dit les choses, mais qu'on les dise d'une manière civilisée et sage. C'est vrai. Ce qui se passe, c'est que pour certains, c'est culturel, en disant, c'est notre façon de faire, c'est notre culture. Et c'est vrai, on est conscient que, si on prend l'exemple de l'Europe, plus on est au nord, plus l'expression est froide, et plus on est au sud et latin, plus c'est bouillant et le sang chaud. Vivant. Donc, on a des fois, on dit un Anglais, il va dire « je ne suis pas d'accord hein, ». Mais alors qu'un Italien ou un Espagnol, là, ça va filer, ça bouge les bras et tout. On avait, quand on habitait dans le sud de la France, on avait notre voisin qui était marseillais, qui habitait au-dessus de chez nous, mais ça parlait toujours fort. C'était jamais paisible. C'est ça, mais c'est pas juste une histoire de ton. Finalement, c'est ce que ça produit. Mais alors, si on dit non, mais je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est ma nature, c'est ma culture, moi je suis latin. Bon. Oui, mais sauf que maintenant, nous, notre culture, c'est celle du royaume de Dieu. Oui. On est citoyens, on est gens de la maison d'en haut, et notre culture, ça doit être celle-ci. Et une culture qui est la maîtrise de soi, la bonté, la douceur. La bienveillance. Et c'est ça qui doit être notre culture. Comme l'a dit Annabelle, une dispute, oui, mais il faut rester maître de soi. À partir du moment où on n'est plus maître de soi, où on sort de ses gonds, et puis on fait des choses où on n'a plus le contrôle, là, il y a un problème. Parce que c'est quand on est hors de nous-mêmes, eh bien qu'on va casser, faire mal, frapper, pas au sens propre, je l'espère, du moins. Des fois, oui. Mais qu'on va faire des choses qu'on va regretter après parce qu'on sera allé plus loin, qu'on aura dépassé cette limite-là. Exactement. Et Annabelle, quand on parlait de communication, l'importance d'avoir peut-être un médiateur. Oui, un médiateur. C'est sûr, on peut toujours avoir des médiateurs humains. On peut aller voir un pasteur, quelqu'un dans l'équipe pastorale. Souvent, maintenant, dans les églises, il y a des gens qui s'occupent aussi des couples. Ça peut être une bonne chose. Mais on ne peut pas toujours appeler le pasteur dans nos disputes ou dans nos conflits. Mais quelquefois, oui. Allô, pasteur. Mais c'est qu'en fait, nous avons Jésus. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous pouvons apprendre à communiquer en passant par lui et de se dire comment est-ce que je m'exprimerais si Jésus était juste là? Est-ce que je me permettrais de parler de cette façon? Est-ce que je me permettrais de dire les choses de cette façon? Est-ce que je me permettrais d'insulter ma femme, d'insulter mon mari et d'avoir cette conscience en fait de Jésus-Christ? La Bible nous dit que là où deux sont rassemblés, Jésus est au milieu d'eux. On parle de louange, hein, d'accord? Mais d'avoir cette conscience pareille de la présence de Jésus dans notre foyer. Jésus est là. Qu'est-ce qu'on fait devant lui? Est-ce que vraiment on va se parler comme ça?
Et sincèrement, je crois que même si on est vraiment en désaccord, même s'il y a des choses qui nous font du mal, d'avoir cette crainte de Dieu va nous faire regarder plus à la manière dont Dieu veut qu'on se conduise, plus qu'à ce que l'autre ou l'action de l'autre peut nous pousser à faire. Et Paul disait aux Corinthiens, il y a parmi vous des disputes, des jalousies, des querelles, etc. Mais êtes-vous encore conduits par votre propre nature, par votre nature humaine? Et la dispute, souvent, ça vient éveiller notre chair, en fait. Ça vient éveiller notre nature charnelle. Et c'est pour ça que d'avoir conscience de la présence, vraiment la vraie présence de Jésus chez nous, ça nous fait marcher dans l'esprit. D'un seul coup, ça nous fait nous élever à un niveau supérieur. Et quelquefois, les gens, ça les énerve quand on dit des choses comme ça. C'est comme, t'es pas chez moi, tu comprends pas. Mais la Bible nous demande, Dieu nous demande de porter les regards plus haut. C'est pas que la dispute en soi, je me suis disputée, j'ai péché et tout, c'est horrible. C'est parce que Dieu sait que les disputes sont dangereuses, ça peut nous faire du mal. On peut faire du mal. Dans Proverbes, c'est dit, celui qui s'engage dans une dispute ouvre une vanne, parce qu'on ne sait pas ce qui va en ressortir, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas toutes les conséquences que ça peut avoir. Et c'est pour ça qu'on doit se forcer, entre guillemets, à marcher dans l'esprit. Exactement. On peut regarder notre verset du jour tout de suite, qui est dans Colossiens 3,13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, tu l'as lu tout à l'heure Annabelle, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et le fait que nous soyons chrétiens, enfants de Dieu, et que le Saint-Esprit habite en nous, nous permet de mettre en pratique ce verset, parce que sinon, c'est très compliqué à mettre en pratique ce verset. On dit oui, c'est bien joli sur le papier, mais en fait, c'est très compliqué. Mais on est capable de le mettre en pratique parce qu'on a le Saint-Esprit. Tu veux parler, Frank? Je peux dire une chose. Oui, vas-y, Frank. Il y a un couple exemplaire sur un point, c'est Ananias et Saphira. Ah, mais c'est quoi ça? Ils sont mis en accord. Ils se sont mis d'accord sur le fait, eux, ils ont tenté le Saint-Esprit. Ça, c'est pas bon, hein? Mais en termes de couple... En termes de couple, ils étaient solides ensemble parce qu'elle ne savait pas ce qui était arrivé à son mari. Il venait de mourir. Et puis, elle s'était mis d'accord. On a vendu à ce prix. Ouais. Et puis, on doit se mettre d'accord sur le fait, juste parce qu'aujourd'hui, on se demande, et où la parole, en fait, dans la vie des gens? Si on dit, on se met d'accord... Dès aujourd'hui, on ne lèvera plus le ton. On va arrêter de se crier dessus. Et là, on se met d'accord là-dessus. Et si c'est trop dur, comme on le dit un peu dans cette émission, on va se séparer. Si à un moment donné, ça bouge, j'ai l'image d'un film pour enfants que j'ai vu. Il y a un petit bonhomme rouge quand il devient en colère. Là, il explose. Et des fois, si je veux dire, on ressemble à ça. Et puis, séparez-vous, allez dans une chambre, faites le bonhomme rouge. Et puis après ça, retrouvez-vous et mettez-vous d'accord sur le fait on va plus se crier dessus. Et ça, c'était mon point pour aujourd'hui. Mais c'était un très bon point. C'est un très bon point. Le petit bonhomme rouge. Même en dehors des couples, c'est super bon pour les enfants, pour toutes nos relations, pour éviter de franchir la ligne. Puis là, on le fait plus. On a pris, on a dit, on le fera plus, on le fera plus. Exactement. Ça, c'est notre parole, on l'a dit. Et il y a quelques semaines, on a eu le couple Dufour qui était là, Eric et Rachel Dufour, qui sont des gens extraordinaires et qui ont donné de très bons conseils pour justement la phase de réconciliation. Je vous invite à aller écouter ça sur le site emcitv.com. Et j'aimerais vous recommander également un livre qui est très bien, qu'on avait présenté il y a très longtemps dans Bonjour chez vous, Couple en crise de Gary Chapman. Il est disponible sur EMCI Boutique. Et je vous encourage vraiment à vous le procurer si vous avez des défis dans votre couple, si vous êtes vraiment reconnu dans tout ce qu'on a partagé, dans les contre-exemples qu'on a partagés. Je vous encourage à vous procurer ce livre parce qu'il est excellent et plein de bons conseils. Nous allons continuer. On va passer malheureusement aux couples qui n'ont pas réussi à régler le problème et qui ont dû prendre l'option du divorce. On en parle dans la rubrique famille. Alors Anne, Jonathan l'a dit en début d'émission, il y a forcément des conséquences sur les enfants quand un couple divorce. Oui, d'ailleurs, dans les années 70, pour la première fois, vraiment, il y a eu une étude sérieuse sur les conséquences du divorce chez les enfants. Et c'était une étude très alarmiste et qui avait un peu paniqué à l'époque. Et on le sait, dans les années 80, on a essayé de rendre le divorce acceptable socialement et on a atténué les effets de cette étude en disant non, mais ils exagèrent, c'est pas vraiment... Et puis, j'entendais récemment, ça me faisait sourire, sur une émission séculière à la radio, il y avait une psychologue, même elle est spécialisée dans
le suivi des enfants, justement, du divorce. Et elle disait, et elle n'est pas chrétienne, et elle disait, mais il faut arrêter de dire que les divorces peuvent se passer bien. Un divorce ne se passe jamais bien. On peut limiter les dégâts, mais il y a toujours des dégâts. Et elle dit, moi-même, je suis une enfant du divorce. Et même si mes parents ont divorcé de manière à peu près paisible, les enfants, moi et mes sœurs, on en a souffert. Exactement. Donc elle disait ça, cette femme qui n'est pas chrétienne. Elle disait, il faut arrêter de dire que les divorces peuvent se passer bien. Il y a des conséquences. On va juste rassurer tout le monde. On peut bien s'en tirer. On parce peut qu'on s'en a quand même tirer. un exemple sur ce plateau. Annabelle, qui est une enfant de divorcée, malheureusement. Tu peux être heureuse, mais tu auras l'occasion, au fur et à mesure de la rubrique de Anne, de pouvoir nous partager aussi un petit peu ton vécu à toi. Mais c'est ça. Donc, malheureusement, la proportion des familles brisées continue d'augmenter. Dans les années 90, il y avait 1 enfant sur 4 qui avait une chance en tout cas, un risque plutôt, de connaître une séparation ou un divorce avant l'âge de 5 ans et demi. Bah, tu es de cette génération-là, Annabelle. Et maintenant, ça s'est beaucoup aggravé, puisque maintenant, le nombre d'enfants qui subissent la séparation de leurs parents est passé à peu près 200 000 par an dans les pays occidentaux, enfin en France, ça c'est le chiffre de la France. Donc 200 000 par an, le nombre de mineurs impliqués dans un divorce. Alors, le divorce en France, j'ai quelques chiffres, on va pouvoir vous les afficher. Il y a près de 45% des mariages qui finissent par un divorce en France, donc. Et les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans et les femmes divorcées 44 ans. Je vous ai mis aussi quelques chiffres. Le Canada, c'est un petit peu moins. Et une des raisons, c'est que dans tout l'Ouest canadien, il y a énormément de chrétiens. En Saskatchewan, Manitoba, il y a énormément de population qui est chrétienne évangélique et ça ne se fait pas de divorcer, même si malheureusement, dans les églises aussi, on compte des divorces, mais la proportion est vraiment inférieure. Et en Afrique, par contre, c'est encore en dessous. On divorce beaucoup moins en Afrique. Je vous ai quand même mis les pays où on divorce le plus. C'est un petit peu en dessous des chiffres de la France. C'est Algérie, Tunisie et l'île Maurice et l'île de la Réunion. Mais sinon, dans les pays d'Afrique subsaharienne, on divorce beaucoup moins. Socialement, c'est beaucoup moins acceptable. Ça, en fait. Il y en a quand même des divorces, mais c'est socialement beaucoup moins acceptable. C'est pas que les couples vont forcément mieux, c'est simplement qu'on ne se Non, permet pas de divorcer. C'est pas parce qu'on divorce pas que les couples vont bien. Tout à fait. Voilà. Et c'est sûr que le divorce, comme on l'a dit, Jonathan l'a dit en préambule, le divorce blesse. On peut mettre le deuxième visuel. Le divorce blesse, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que, tu l'as dit, on peut s'en remettre. Annabelle s'en est remise du divorce de ses parents. Il y a beaucoup d'adultes qui peuvent dire qu'ils s'en sont remis. Et c'est vrai que les enfants des années 70 qui vivaient le divorce de leurs parents s'en remettaient mal parce que socialement, c'était une tare d'être un enfant divorcé. On était l'exception à l'école dans les années 70. Moi, dans les années 70, j'étais à l'école primaire. Il devait y avoir un enfant de divorcé dans toute l'école. Et on était une école de peut-être 300 enfants. Et aujourd'hui, t'es presque bizarre. Maintenant, tes parents sont encore mariés. C'est très bizarre. D'ailleurs, je me souviens, le dernier enfant que j'ai eu, mon mari il disait à son collègue ma femme est enceinte. Et il dit, ah bon, c'est ton combien? C'est ton 3e. De la même femme. Et c'était drôle, quoi, parce que... Nous l'espérons, monsieur Bertrand. Il était sidéré parce qu'il en était à son 3e avec la même femme. Donc maintenant, la norme sociale, c'est vraiment quasiment maintenant le divorce. Et l'anomalie, c'est d'être avec la même femme pendant 40 ans. Donc, on peut s'en remettre. Maintenant, c'est socialement plus acceptable. Donc, les enfants dans les écoles sont moins mis de côté, enfin, en tout cas, montrés du doigt parce qu'ils sont enfants de divorcés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'en souffrent pas, mais au moins, socialement, ils se sentent moins exclus. Un mouton noir, voilà. Donc, ils ont une chance vraiment de s'en remettre, et les adultes aussi, bien entendu. Alors, ce qui est important, parce que là, aujourd'hui, j'aimerais parler plus aux adultes qui entourent les enfants qui vivent le divorce. L'important, c'est vraiment de comprendre l'enfant. Il faut bien comprendre que sa vie est en pièces. C'est pas juste une erreur du calendrier. Le divorce de ses parents, c'est une brisure majeure dans son évolution, dans sa façon de grandir. Il n'a pas la même vision du monde qu'un adulte, et pour lui, son monde, c'est ses parents. C'est sa famille, c'est le noyau familial. Et quand le noyau familial éclate, l'enfant a sa vie en pièces. Et alors, je vous ai mis quelques éléments de son état. Il est submergé d'émotions qu'il ne peut pas identifier la plupart du temps, surtout s'il est petit. Il est seul, il se sent triste, inquiet, il se demande ce qui va se passer. Est-ce qu'on va continuer à voir papa? Est-ce qu'on va continuer à voir maman? Est-ce que je suis coupable?
Hein, on entend souvent des cas d'enfants qui se sentent responsables pour des petites bêtises qu'ils ont faites et ils prennent vite la culpabilité de la mésentente de leurs parents. Parce que le monde tourne autour d'eux quand ils sont petits. Mais tout à fait. C'est forcément lié à eux. Quoi. Exactement. Un enfant, son monde, c'est son papa, sa maman. Puis plus il grandit, plus ça va s'élargir. Mais surtout s'il est petit, c'est son papa, sa maman, son monde. Alors, il a perdu ses repères, mais nous, en tant qu'adultes, on peut aider. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour minimiser l'impact du divorce des parents et les aider à se restructurer parce qu'il va falloir vraiment faire quelque chose. Là, l'enfant est en miettes. Hein. Alors, la première chose, parce qu'on est quand même sur une chaîne chrétienne et on a des ressources en Dieu pour amortir le choc, quel que soit le choc de la vie. Et la toute première chose, et ça c'est vrai pour toute situation de crise, c'est de prier. En tant qu'adulte, il faut prier pour avoir la sagesse de bien gérer la période de crise, qu'on soit les parents ou les grands-parents d'ailleurs. Hein. Les grands-parents vont être en première ligne pour amortir les adultes qui entourent l'enfant. Prier aussi pour que les relations entre les deux ex-conjoints restent respectueuses. Parce que ce qui va blesser encore plus l'enfant, c'est qu'il y ait du crépage de chignon incessant entre papa et maman. C'est sûr. Et il va falloir vraiment prier pour que Dieu mette sa paix. Il peut y avoir une paix surnaturelle qui fasse que le couple, malgré son désaccord, puisse régler les choses d'une manière civilisée. Prier aussi pour arriver à tenir sa langue en bride. Qu'on soit membre du couple en train de se déchirer ou les grands-parents ou l'environnement. Parce que nécessairement, on va prendre la plupart du temps, on va prendre parti. Ton père, c'est un vaurien, ton père a fait ci, ton père a fait ça, ou ta mère, c'est une vaurien, ta mère a fait ci, ta mère a fait ça. Il faut apprendre à se taire parce qu'on va semer vraiment un poison dans le cœur de l'enfant. Et il faut apprendre à se tenir, vraiment à se taire, à tenir sa langue en bride pour pas polluer l'enfant par nos vues de la situation, même si on a raison. Il faut aussi prier pour avoir la force de ne pas imposer notre propre souffrance aux enfants. Tous les divorces donnent des souffrances, occasionnent des souffrances aux ex-conjoints et aussi aux grands-parents, à l'environnement. Hein. Quand on est des parents de gens qui divorcent, on souffre de voir souffrir nos enfants. C'est vrai. Et il faut vraiment avoir la sagesse de ne pas déverser notre souffrance sur les petits. Et quand c'est les parents, encore plus. C'est-à-dire qu'une femme qui est par exemple laissée par son mari, elle va être blessée, elle va être elle-même en grand besoin d'aide et elle-même d'être restaurée. Bien sûr. Et la tentation, parce qu'on est dans une grande solitude dans un cas comme ça, c'est de déverser notre désarroi sur nos enfants et de les prendre à partie, de leur faire part de notre souffrance. Mais l'enfant, il n'est pas là pour nous aider. L'enfant, il souffre là. Il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé et nous, on a besoin, enfin l'adulte a besoin d'être aidé. Donc il faut vraiment à vous prier pour avoir cette sagesse de ne pas déverser notre souffrance sur le petit. Ou sur nos ados. Ensuite, bien sûr, dans la même lignée, c'est qu'il va falloir aller chercher des soutiens auprès de gens fiables, des gens qui peuvent prier pour nous, nous conseiller de manière sage. En général, dans les églises, il y a des ressources, il y a des pasteurs, il y a des gens qui ont un ministère auprès des couples et qui vont être capables de nous aider à passer ce cap-là et peut-être à amortir aussi le choc pour pas que nos enfants prennent le contre-choc. Oui. Maintenant, on peut aussi, une fois qu'on a prié, vraiment veiller à agir avec sagesse, et c'est dans la même lignée. Donc, je l'ai dit, laisser l'enfant à l'écart de nos affaires de cœur. L'enfant n'est pas concerné. Il doit avoir la vision de ses parents, de papa et maman sont mes deux parents. Et si maman n'aime plus papa ou papa n'aime plus maman, je ne suis pas fautif. Et c'est pas mes affaires de cœur ne regardent pas l'enfant, parce il n'est pas mûr pour assumer ces choses-là, et ça va plus lui faire de mal qu'autre chose. Donc nos affaires de cœur, on en fait part à des adultes. Et y compris quand on a des ados, parce que c'est vrai qu'on peut penser petit, mais avec les ados, on pense qu'on peut se permettre plus d'aller justement déballer un peu tout ce qu'on ressent, parce qu'on se dit, ils sont grands, on peut communiquer, mais à leur âge, ils ne sont pas capables de porter ces choses-là, et ce n'est pas leur rôle de porter ça. Exactement. Et ce qui est bizarre dans ce genre de situation, souvent la victime se sent responsable du problème. C'est vrai dans cette situation-là et dans d'autres, où les enfants vont dire que c'est à cause de moi que mes parents se séparent. Alors il ne faut pas rajouter à cela, il faut au contraire les aider, les déculpabiliser. Ils ne se sentent pas fautifs. Parce que des fois, après, quand il s'agit d'organiser la famille
je ne veux pas manger ton punch, mais est-ce que tu vas en parler après? Mais de dire que l'enfant va dire samedi prochain, le papa dit non, je veux qu'il soit avec moi, la maman dit je veux qu'il soit avec moi, puis l'enfant il dit c'est de ma faute si mes parents se disputent. Et comme tu l'as dit, je l'aborde après. J'ai vu sur ta fiche. Ah, bah c'est ça, tu veux mes fiches peut-être? Il a spoilé. Il a spoilé. Donc, un troisième point, c'est d'être le plus possible présent près de l'enfant. Oui. L'enfant a vraiment besoin d'une présence rassurante, il a besoin qu'on le rassure, il a besoin de voir qu'on l'aime encore. Parce que souvent, les adultes sont tellement occupés à s'arracher les cheveux que l'enfant n'a plus autant d'attention et il a besoin encore plus qu'avant d'attention. Maintenant, on va passer au point suivant. Il faut rassurer l'enfant en lui disant et en lui montrant qu'on l'aime. Vraiment, il faut faire des efforts décuplés. Si on est des grands-parents, si on est l'oncle, la tante, peut-être un adulte significatif pour l'enfant, vraiment rassurer l'enfant en lui disant qu'on l'aime, en lui montrant qu'on l'aime, en lui disant, si on est un autre adulte, que ses parents l'aiment et continueront de l'aimer quoi qu'il arrive. Oui. Rassurer l'enfant aussi, on l'a déjà dit 3 fois, sur le fait qu'il n'est pas responsable de la séparation des parents. L'encourager aussi à parler de ce qu'il ressent, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enfant a une autre vision du monde et il a tout un tas d'émotions sur lesquelles il ne sait pas mettre de mots. Et ça va être vraiment le rôle de l'adulte d'essayer de lui faire sortir le traumatisme. On le sait, quel que soit le traumatisme, il faut en parler. Il faut que ça sorte, parce que si ça ne sort pas, ça fait des dégâts. C'est destructeur si on garde ça. Donc il faut que l'enfant parle de ce qu'il ressent et puis qu'il ait une oreille attentive auprès d'un adulte. Pas forcément un des parents. Pas forcément un des parents. Si on est la grand-mère ou la tante ou la maîtresse d'école ou l'entraîneur de sport, on peut avoir cette oreille. Une oreille compatissante et une oreille très attentive. Oui. La monitrice de l'école. La monitrice d'école du dimanche. Effectivement. Ouais. Et puis ne pas en dire plus que nécessaire à l'enfant. C'est pas la peine de lui donner tous les détails de papa a trompé maman, il est allé avec une autre dame et bla bla bla. Ah ouais. Je veux dire, l'enfant, il n'est pas capable de comprendre ces choses-là. Alors peut-être s'il a 15 ans, il va comprendre, mais c'est pas la peine d'en dire trop. Le minimum, c'est déjà assez et ça fera déjà assez de mal comme ça. Peut-être quand il sera plus grand, en parler plus, mais pour l'instant... S'il en a le besoin. S'il en a le besoin, puis de toute façon... Puis, je veux dire, par exemple, si son père a fait vraiment des grosses bêtises ou sa mère a fait des grosses bêtises, ça sert à rien de briser en lui l'image de son parent, de souiller l'image. Un garçon a besoin que son père soit un héros, donc c'est peut-être pas la peine de trop embeurrer sur les bêtises qu'a fait le papa ou les bêtises qu'a fait la maman. C'est vrai. Maintenant, il va y avoir, on a dit, des conséquences. Il va y avoir des troubles. Alors, on va voir un peu ce qu'on peut rencontrer comme troubles chez l'enfant. Donc, les troubles normaux, ça va être vraiment... il va y avoir une période d'adaptation qui va être normale, parce que c'est une période de deuil. Toute crise engendre comme un deuil. Il va y avoir de l'anxiété, de la culpabilité, une tristesse. Et c'est normal pour qu'un temps, l'enfant soit perturbé, que son sommeil soit perturbé, puis qu'à l'école, il y a une période de flottement. Il n'y a rien d'anormal. Par contre, on va voir sur le visuel suivant, il y a des troubles plus sérieux qui vont peut-être s'installer et pour lesquels il va falloir être vigilant. C'est des changements à ses habitudes alimentaires. Le trouble qui va s'installer, parfois, va dégénérer, mais ça va pouvoir produire ou de la boulimie ou de l'anorexie. En tout cas, manger ses émotions. Peut-être, en tout cas, on ne veut pas faire de la psychologie à quatre sous, mais il peut y avoir vraiment des changements et ça peut avoir des conséquences physiques. Donc c'est bien peut-être d'aller se faire conseiller, voir un médecin, consulter quelqu'un de compétent, un psychologue peut-être. Oui. Le sommeil qui est durablement perturbé. C'est normal que pendant la phase de divorce, l'enfant dorme mal, fasse des cauchemars, mais si ça s'installe sur le temps, il faudrait peut-être faire quelque chose. Aussi, si les problèmes à l'école perdurent, un petit flottement, ça va, mais si pendant 2-3 ans après le divorce, il continue à couler, c'est pas normal. Il faut vraiment s'en occuper. Puis aussi des comportements agressifs qui peuvent s'installer. L'enfant va devoir, ou l'ado va vouloir sortir les émotions qu'il a et ça va pouvoir sortir en agressivité et ça, il faut le traiter. Et maintenant, je vais peut-être revenir au visuel de tout à l'heure sur ce qu'on peut faire au niveau de la famille pour amortir un peu le choc de la séparation. Oui. Et ça, je parle plus aux parents. C'est de maintenir le plus possible la routine au moment de la séparation. Parce que la routine, c'est ce qui va rassurer l'enfant. Donc ça va venir comme un antidote à l'anxiété. Non, mais la vie continue. On continue à aller à l'école à la même heure, on continue à manger à la même heure, on continue à aller au football, on continue à aller à la danse, on continue à aller à la bibliothèque. Et maman est toujours rentrée à 6h le soir. Il faut vraiment que la routine continue le plus possible pour déstabiliser le moins possible les enfants.
Et tout faire, c'est mon point numéro 2, pour coordonner paisiblement avec l'autre conjoint pour les questions concernant l'enfant. Alors c'est sûr que vous êtes en plein divorce et la paix n'est pas vraiment d'actualité, mais pour le bien de l'enfant, il va falloir tout faire. Et puis on prend sur soi pour essayer de coordonner paisiblement entre papa, maman, toutes les questions concernant l'enfant, que l'enfant, tu l'as dit tout à l'heure, soit pas pris en sandwich entre les deux. Et s'il y a des démarches officielles à faire, des cahiers à signer pour l'école, que les parents soient pas se tirer dans les pattes. Il faut que les parents puissent continuer à se parler. Et puis quand ça concerne l'enfant en particulier, que le papa puisse parler à la maman et que ça continue. Même si les parents se crêpent le chignon, il faut que, sur les questions concernant l'enfant, ils continuent de se parler. Il faut informer le plus rapidement possible aussi les adultes intervenant près de l'enfant de la situation familiale pour que ça les éclaire sur certains comportements ou tout simplement une attention particulière. C'est pas un sujet tabou. Certaines fois, on a tellement honte, on va même dire aux enfants n'en parlez pas, on rend ça discret, mais il faut que ça se sache pour que les enfants puissent avoir l'appui nécessaire. Juste faire un mot à la maîtresse d'école ou au professeur. Oui, dire, sans publier un banc. Sans publier, c'est ça, on va pas publier en première page, mais dire écoutez, à la maison, c'est pas facile en ce moment, il y a une situation de crise. Donc je vous informe parce qu'il va falloir quand même que vous soyez vigilants par rapport à mon enfant. Y compris à l'église aussi. Oui. Évidemment à l'église, évidemment. C'est triste mais l'église est là pour prier et pas pour juger. Oui. Parce que dans des églises, quand on a vent d'un divorce, ça fait vraiment... Et au lieu de proclamer la nouvelle, peut-être vraiment se mettre sur ses deux genoux et agir avec bienveillance en laissant le jugement de côté. On se souvient des enseignements de Jésus sur le jugement. On n'est pas là pour juger et lancer la pierre à qui. On est là pour compatir aux souffrances. C'est une famille qui souffre. On est là pour compatir, on est là pour montrer... de la bienveillance. Tout à fait. Et l'Église, c'est la famille. Donc, quand il y a un couple qui est en difficulté ou des enfants qui souffrent, c'est notre famille. Et il faut les aider comme étant, c'est notre famille qui a besoin d'aide. Et les enfants ont besoin que la famille qu'est l'Église les entoure, et y compris les parents. Puis même, je me souviens d'une femme qui m'avait dit que elle avait divorcé dans les années 70, à l'époque où c'était encore très tabou. Et elle n'était pas responsable, c'est son mari qui l'a quittée et qui a demandé le divorce. Et elle avait un garçon, et son église l'a chassée. Parce qu'il ne voulait pas de femme divorcée. Donc là, je ne sais pas si c'est le cas dans vos églises respectives, vous qui nous écoutez, mais c'est scandaleux de mettre dehors quelqu'un parce qu'il a divorcé. Il a besoin d'autant plus qu'on l'entoure, qu'on prie pour lui, qu'on ait de la compassion. Alors, ce genre d'attitude, c'est inadmissible dans le peuple de Dieu, puis je veux le dire, et j'assume ce que je dis. Voilà. On peut passer au point suivant. Éviter de critiquer l'autre conjoint en présence des enfants. Par exemple, les enfants sont là, puis là, je parle par exemple à Annabelle, et puis tu sais ce qu'il a fait, puis il m'a fait ci, puis il m'a fait ça, puis il a vu sa nouvelle maîtresse, et bla bla bla, et les enfants entendent. On critique pas l'autre conjoint devant l'autre enfant pour préserver l'image de cet enfant-là. Puis je vais peut-être passer tout de suite à la suite. Donc on ne met pas l'enfant en porte-à-faux entre les deux parents. Il n'est pas notre intermédiaire, c'est pas à lui à faire notre facteur auprès de l'autre conjoint. Et aussi le laisser parler à l'autre conjoint quand il en a besoin, parce que c'est quand même son papa ou sa maman. C'est vrai. Il a besoin de lui parler, et il faut qu'on facilite ces choses-là et pas qu'on l'empêche de parler à l'autre. Exactement. Merci beaucoup, Anne, pour tous ces bons conseils. Annabelle, il reste peu de temps, mais est-ce que tu aurais voulu peut-être partager un petit conseil aux parents, aux enfants, toi qui l'as vécu ? En fait, je pense que si on s'adresse à des chrétiens et vous divorcez, ces personnes divorcent, c'est de vraiment être vigilant, de maintenir la beauté du mariage, même si ça n'a pas marché pour nous, ça n'a pas marché entre ton papa, entre moi. C'est la beauté du mariage existe, et de transmettre cet amour pour le mariage, pour le couple à l'enfant, parce que c'est toute une génération qui vient après de ces 45% de couples brisés. Mais si dans ces 45% de couples brisés, on arrive à maintenir et à transmettre la beauté et la valeur, vraiment la valeur du mariage, je crois que la génération d'après
d'après va pouvoir faire mieux que la génération d'avant. C'est pas facile à faire parce que nous-mêmes on a échoué, mais c'est de se dire écoute, nous en tant qu'humains on a échoué, mais si toi tu as Dieu dans ta vie, je crois que tu vas réussir ton mariage, et d'avoir ces paroles de foi pour nos enfants, et en tant que parents de pas être sous la condamnation constamment, d'oser parler la foi pour le mariage de nos enfants, même si nous on n'a pas réussi. Très bon conseil, très très bon conseil. Tu voulais ajouter quelque chose, Jonathan? Il faut être honnête, humble et honnête. J'ai remarqué par expérience que quand quelqu'un divorce et se remarie, il va mettre 2 fois plus d'efforts dans son deuxième mariage que ce qu'il a mis dans son premier. C'est vrai. Et que si les efforts qu'il avait mis dans le deuxième mariage, il avait mis dans le premier, il serait sauvé. Mais alors, quand on met ses efforts dans le deuxième mariage, il faut le dire aux enfants, tu vois, c'est ça que j'aurais dû faire. Et du coup, on donne un modèle à ces enfants-là pour dire, voilà comment avoir un couple solide. Effectivement. Merci à vous tous pour cette excellente émission. J'espère qu'à la maison, vous avez vraiment été encouragés, qu'on a pu vous donner de l'espoir. Et on veut juste préciser que l'idée n'était pas de culpabiliser les parents pour la souffrance de leurs enfants, mais simplement de trouver des solutions, de mettre le doigt sur ce que peuvent vivre les enfants dans ces cas de divorce qui sont, comme on l'a dit, quelque chose de tragique et qui n'est pas la solution. Alors on veut croire et on veut proclamer la restauration dans vos couples. On s'associe à vos prières pour que le Seigneur puisse intervenir puissamment dans la situation dans laquelle vous êtes, pour que vous n'ayez pas à aller jusqu'au divorce. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Comment s'approprier les choses de Dieu pour nous ?» Et oui, la parole de Dieu regorge de promesses extraordinaires, mais comment on peut réellement se les approprier, comment on peut réellement les vivre? Nous allons en parler, et surtout, nous aurons notre quiz que vous aimez tellement. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une très bonne soirée. Et à demain. Bonjour chez vous.